Salut à tous, vous l'avez peut-être suivi, mais la semaine dernière, les comptes d'Ubisoft n'ont pas été publiés, vu que, vous le savez, comme ils sont en bourse, ils sont dans l'obligation de le faire, et retournement de situation, à quelques minutes de la date butoir, Ubisoft a décidé de geler ses cotations et de ne pas présenter ses comptes pour les présenter cette semaine. Nous allons voir ensemble de quoi il en retourne, puisqu'apparemment, selon la presse, les nouvelles sont bonnes. Est-ce que c'est vraiment sûr ? Allez, on démarre, on est sur FGI, c'est parti. Alors pour rappel, la semaine dernière, Ubisoft, juste avant donc la date butoir, n'a pas présenté ses comptes et n'a pas vraiment communiqué dessus. Ils ont juste laissé entendre qu'ils le feraient dans les prochains jours et ont décidé de geler leurs cotations. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est que geler ses cotations ? C'est quand une société est en bourse, elle a donc des parts que vous pouvez acheter, que n'importe qui peut acheter, et elles sont gelées. On ne peut plus les acheter, ils ne peuvent plus les vendre. Le niveau des parts ne bouge pas non plus. Si on regarde un petit peu ensemble le cours de la bourse sur ces derniers mois, voire ces dernières années, on voit que c'est en chute constante. Il faut savoir que Ubisoft a perdu 95% de la valeur de ses actions en 5 ans. Là où d'autres sociétés comme It Takes Two par exemple ont pris 58%. Bon, je vais pas faire le comparatif avec toutes les sociétés concurrentes d'Ubisoft, mais sachez que c'est un crash industriel. Alors de quoi il en retourne et en fait qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire tout simplement que la société va très mal et elle est dans le rouge. Et au final, de ne pas publier les comptes, ça a commencé à alarmer les marchés boursiers et ils ont préféré geler leurs cotations pour éviter que les parts chutent encore trop suite à une mauvaise annonce. En tout cas, c'est ce qu'on pensait à ce moment-là. Ils avaient quelques jours pour présenter leurs comptes et remettre en circulation leurs parts sur le marché, des marchés boursiers. Et bien finalement, ce jour est arrivé. C'était donc hier. Ubisoft a enfin communiqué sur ses comptes et alors là, nous faisons un petit tour de la presse ensemble, nous voyons que c'est une bonne nouvelle. En fait, Ubisoft annonce contre toute attente un super résultat. On voit tout un tas d'articles, tout un tas de vidéos, notamment de Julien Chiez, qui annonce que ça y est, c'est fabuleux, Ubisoft est redressé, finalement c'est le début de la remontada, tout va aller pour le mieux. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors peut-être vous le savez, mais j'ai eu plusieurs sociétés dans ma vie, j'ai dirigé plusieurs entreprises, et donc les bilans comptables, je commence un petit peu à connaître. Et il se trouve qu'en plus, à ma toute petite échelle, j'ai déjà connu des situations similaires où ça va pas très très fort, et il faut faire quelque chose pour que ça ressorte plutôt comme une bonne nouvelle au niveau des bilans comptables, ce qu'on appelle les plaquettes fiscales. Alors on va regarder ça ensemble et on va voir si effectivement tout va bien. Alors je vais éviter de faire une vidéo trop longue et de trop vous bassiner avec tout un tas d'informations fiscales et tout un tas de lignes de comptabilité, ça va être un peu pénible pour tout le monde. On va essayer d'aller à l'essentiel. Tout d'abord, on va faire un petit résumé de la communication d'Ubisoft juste avant la finalisation de Vantage Studio. Alors on va prendre ensemble le communiqué d'Ubisoft qui parle déjà de la finalisation de l'investissement de Tencent dans Vantage Studios, qui est déjà une première information très importante pour démarrer ce bilan. Alors Vantage Studios, c'est quoi ? Vantage Studios, c'est une succursale qui a été créée, une SAS qui a été créée dans le groupe Ubisoft. Donc nous avons la maison mère Ubisoft et nous avons un petit studio qui s'appelle Vantage. Alors ça c'est le nom commercial que dont tout le monde va entendre parler dans les mois à venir, alors que le nom déposé, c'est Ubisoft Nova SAS, donc c'est une SAS. À travers cette nouvelle société, qui dépend de la maison mère, Tencent a investi à hauteur de 26% dans la société, soit 1,16 milliard d'euros. C'est très important de retenir ce chiffre, parce que vous le verrez, ça va revenir dans les comptes. Donc Vantage Studio, Tencent la détient à hauteur de 26%, et ce studio-là est censé gérer les filiales Assassin, Far Cry et Rainbow Six. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'Ubisoft va partir dans un délire maintenant de Creative Houses, c'est-à-dire que des Vantage Studios, il va en avoir plusieurs. Alors peut-être que ce sera pas sous forme de SAS, peut-être que ce sera fait à l'intérieur du groupe Ubisoft, mais dorénavant, d'après ce qu'ils annoncent, il va y avoir un studio, voire un petit groupe de studios qui va gérer à chaque fois une licence ou 2 licences maximum, et qui vont se spécialiser dans un domaine. Je prends par exemple Ubisoft Bordeaux et Ubisoft Paris, peut-être à l'avenir ils seront affiliés que à Rayman. Voilà, c'est au lieu d'avoir maintenant des projets qui naviguent un petit peu partout.
Si je prends le cas d'un Assassin's Creed Odyssey, que j'ai bien connu en interne, vous aviez le Canada, donc Québec, qui lidait le projet, mais vous aviez plein de sous-traitants du Canada, qui étaient Montpellier, Sofia, Bucarest, je me demande s'il n'y a pas eu à un moment Singapour et Bordeaux aussi, mais ça c'est terminé. Ça c'est terminé, maintenant c'est un studio, voire 2 studios qui vont gérer tel type de franchise ou de jeu, et on en reste là. Donc fini la guéguerre entre les studios, et surtout c'est plus facile pour la gestion, on va pouvoir maîtriser les coûts un petit peu mieux, et maîtriser les équipes, les effectifs, les technologies, et peut-être aussi améliorer l'expérience joueur en devenant des experts d'une licence. Donc retenez bien ça, maintenant Ubisoft va être divisé en sous-groupes, mais tout cet argent-là va à la maison mère. Retenez bien ça, vous allez voir maintenant, on va parler du rapport, parce que je vais aller un petit peu vite, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne dure pas 10 heures, il y a beaucoup de chiffres et de trucs un peu compliqués. Les documents qui sont disponibles sur le site d'Ubisoft, je vous les mets sur la vidéo. Vous pouvez aller regarder ça, vous pouvez aller scruter si vous y connaissez un peu en bilan comptable. Donc je vais essayer de vous faire un résumé du rapport financier du premier semestre 2025. Alors comme vous le savez, une société qui est cotée en bourse a une obligation de publier ses comptes pour que les investisseurs puissent voir ce qui se passe. Alors je vais pouvoir vous lire un petit peu ce bilan et vous expliquer de quoi il en retourne. On n'est pas dans quelque chose d'aussi positif que la presse veut bien nous le faire croire si on en prend les déclarations des différents médias sur les réseaux, des journaux ou alors des youtubeurs comme Julien Chies qui a annoncé que ça y est, c'était la remontada. On en est très loin, vous allez le voir. Nous avons donc une dette structurelle de 1,15 milliard d'euros qui a été cumulée sur plusieurs années. Donc cette dette-là, comment elle s'est créée ? En faisant des investissements, en faisant des emprunts bancaires, en faisant aussi des jeux qui ne marchent pas, on a donc cette dette générale qui a été générée. Conservez bien ce premier truc, dette de 1,15 milliard d'euros. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle le cash flow. Le cash flow, c'est ce que vous avez sur votre compte bancaire. Vous avez généré certes de la dette au fur et à mesure des années, mais qu'en est-il de l'argent disponible sur votre compte ? Eh bien, c'est là que aussi on peut un petit peu trembler. Il y a moins de 251 millions sur le compte bancaire d'Ubisoft actuellement. Moi, pour avoir géré quelques sociétés, je peux vous dire que quand vous avez moins 10 000 ou moins 20 000 sur votre compte, vous tremblez des genoux et vous n'avez droit à rien. La banque vous bloque tout. Il doit y avoir donc des accords pour les gros poissons, pour les grosses entreprises, qui nous permettent quand même de bosser malgré des déficits de centaines de millions d'euros. Je crois qu'on se rend pas compte de ce que c'est ce chiffre. 251 millions de négatifs sur le compte en banque générale d'Ubisoft, c'est monstrueux. C'est pour ça que Tencent a été accepté pour venir investir que dans une partie de Vantage, donc c'est 25% d'une partie de la maison mère, enfin c'est 25% d'un tout qui fait partie de la maison mère, donc on est sur du moins de 25% dans le global d'Ubisoft. C'est le moment où je vais vous parler d'actifs et de passifs, pour faire un bilan, pour voir si on est dans le rouge ou dans le vert. On va faire une comparaison entre les actifs et les passifs. Les actifs, c'est ce que vous générez comme revenu, création de jeux vidéo, vente, etc. Et les passifs, c'est tout ce que vous allez dépenser, c'est-à-dire les salaires, les loyers, le matériel, etc. Et donc Ubisoft dépense plus que ce qu'il gagne. Il y a aussi une notion, alors là, qui est un peu complexe, donc je vais vite passer dessus, mais une notion de IFRS et de non-IFRS. Donc je vais vous définir IFRS de façon officielle, histoire que tout le monde comprenne. IFRS signifie International Financial Reporting Standards. Ce sont des normes comptables internationales publiées par l'IASB, l'International Accounting Standard Board, organisme indépendant basé à Londres. Donc c'est obligatoire pour toutes les sociétés cotées en Europe, depuis le règlement européen CE numéro 1606-2002. Toutes les entreprises cotées sur un marché réglementé de l'UE, comme Ubisoft ou Euronext, doivent établir leurs comptes consolidés selon les IFRS. Donc c'est un cadre légal transparent qui est obligatoire pour toutes les sociétés qui sont en bourse. Les IFRS, sont un ensemble de normes comptables internationales développées par l'IASB destinées à assurer la transparence, la comparabilité et la qualité de l'information financière présentée par les entreprises. Elle constitue le référentiel obligatoire pour les comptes consolidés des sociétés cotées dans l'Union européenne. Si on va sur non-IFRS, donc quelque chose qui est donc non officiel, les indicateurs non-IFRS sont des mesures financières alternatives créées par l'entreprise elle-même et qui ne suivent pas les normes comptables IFRS obligatoires. Donc ce n'est pas défini par les IFRS, ce n'est pas défini par l'IASB, ce ne sont des comptes qui ne sont pas audités et qui ne sont pas reconnus
reconnu légalement comme un résultat comptable officiel. C'est très très important parce que la majorité des médias se sont basés sur ce truc-là qui n'est pas officiel. Le compte officiel, lui, est très négatif. Le but d'avoir quelque chose en non-IFRS, c'est de mieux essayer de mieux refléter une performance opérationnelle en retirant des éléments jugés non représentatifs. Par exemple, on ne prend pas en compte, et pourtant c'est ce qui se passe en ce moment à Ubisoft, les restructurations, les rémunérations en actions, les dépréciations et actifs, les impacts sur l'IFRS 15-16, les charges exceptionnelles, les effets de change, le coût des litiges, tout ça ne rentre pas. Alors que, vous le savez, Ubisoft a eu des procès, des trucs comme ça récemment. Tout ça, ça ne rentre pas dans l'IFRS. L'idée aussi, c'est de rassurer les investisseurs. Le non-IFRS apparaît meilleur, sauf que les investisseurs, en général, c'est des initiés. Donc, ils savent que c'est un IFRS qui compte et pas le reste. Donc voilà, on est sur quelque chose d'informatif qui est non officiel. C'est des indicateurs alternatifs de performance ajustés par la société afin d'exclure certains éléments jugés non représentatifs. Et elles ne sont pas définies par les normes, donc IFRS, elles ne doivent pas être considérées comme des substituts aux états financiers IFRS, donc ça ne vaut rien. On voit qu'en résultat, IFRS imposé, donc le vrai bilan, Ubisoft est en perte massive, on a un résultat IFRS de moins 161,3 millions d'euros, donc on a une dette de 1,15, on a un fonds de roulement, enfin une cash flow qui est de moins de 251, on a un résultat net en IFRS de moins 161. Okay. L'an dernier, il était de moins 246,7. Donc il y a une amélioration, mais toujours dans le négatif. Et dans le résultat non IFRS, donc non lié à la bourse, donc le faux bilan, c'est-à-dire le bilan qu'on va un petit peu maquiller pour rassurer, là pour le coup on est à plus 27 millions, dis donc. Donc il y a, alors là pour connaître un petit peu le truc aussi, il y a des petites écritures comptables, on fait basculer des projets sur un autre exercice, on met pas tout dans le même bilan, on essaie de décaler un petit peu les choses et de maquiller pour que ça n'apparaisse pas trop. Pourquoi on a deux types de bilans? Mais comme je vous le disais, il y en a un qui est fait pour rassurer les banques, les investisseurs et ce genre de choses, puis il y en a un qui est vraiment fait pour la bourse, où là pour le coup, les gens qui investissent dans l'entreprise ont les vrais résultats de la société. En fait, il y en a un qui sert aux investisseurs et un qui sert plutôt à la communication, on va dire au public, au général. Et donc dans le public, on va vous sortir un bilan positif, alors qu'en vrai, il est pas bon du tout. Donc, ils ont retouché leur comptabilité comme on le préjugeait. Moi, personnellement, quand il y a eu l'annonce du décalage des dépôts des comptes, pour moi, c'était certain que soit il y avait un problème avec Tencent, soit il y avait ils essayaient de maquiller et de rendre plus belle la mariée, c'était clair et net. Après, il y a a priori aussi ce souci comptable, celui-là je m'y attendais pas, j'avoue que ça montre une incompétence assez folle. Un souci avec le comptable qui aurait mal fait les comptes de l'an dernier, ils sont encore pires que ceux qu'on nous avait présentés. Et donc ça veut dire qu'on rebascule ce qui avait été présenté dans les comptes de l'an dernier, sont rebasculés sur ces comptes-là. Donc c'est sûrement un gain, c'est un gain d'actifs, a priori c'est un gain d'argent qui a été annoncé trop tôt, qui est basculé sur le bilan que nous avons actuellement, et malgré cela, on est en négatif. Voilà, je vais essayer d'éviter de vous fournir 50 milliards de chiffres, vous pouvez lire le bilan vous-même sur internet, retenez juste que sans Tencent, aujourd'hui Ubisoft n'existerait plus. C'était impossible de poursuivre, d'où pour moi, je pense, le retard aussi de dépôt des comptes, parce qu'il n'y avait pas encore le deal avec Tencent de fait. D'ailleurs, si on lit bien le bilan, le deal avec Tencent apparaît dans les lignes, mais il n'a pas encore été effectué de façon numéraire. Il n'y a pas eu encore le versement de Tencent. Et ça c'est très important, ça peut capoter encore, même si il y a très peu de chance. Mais ça pourrait capoter, pour une raison ou pour une autre. Bon, Ubisoft a quand même annoncé que malgré ça, toutes les clauses suspensives avaient été finalement... tout a été balayé, tout va bien, les investisseurs ont été rassurés, donc Tencent va mettre l'argent. Mais ça apparaît dans les comptes alors que ce n'est pas encore fait de façon numéraire. Ça, c'est aussi très très important. Alors, ça veut dire quoi? De manière générale, on a une communication dans le bilan qui dit « c'est génial, on s'en sort bien, on est en positif, vive nous, on a un back catalogue incroyable qui nous permet de renforcer notre trésorerie et notre chiffre d'affaires, c'est fabuleux, on a des vieux jeux qui nous font gagner notre vie, vive nous, vive nous ». Mais en fait, si ce sont les jeux du back catalogue qui font gagner de l'argent à Ubisoft, il faut s'inquiéter, ça veut dire que tous les nouveaux jeux ne fonctionnent pas. Alors là aussi, c'est très drôle parce que dans un
une sorte de communication dans le bilan. Yves Guillemot et les gens qui sont dans le rapport expliquent que Assassin's Creed a une très bonne dynamique, avec une hausse du catalogue de 35%, que Assassin's Shadows c'est plutôt bien vendu selon les attentes. On nous parle de joueurs, 5 millions de joueurs, alors qu'on sait que c'est à peu près... c'est pas la même histoire avec le nombre de copies vendues. On sait pas exactement, mais on n'est pas 5 millions de joueurs, n'est pas 5 millions de jeux. Mais ça n'apparaît pas, ça, dans le bilan, bizarrement. The Division 2, apparemment, qui est une énorme surprise, qui a atteint les meilleurs niveaux depuis 2020. On a Avatar, qui a un regain avec un nouveau DLC. Star Wars, sur la Switch 2, qui a été très bien accueilli. Anno 117, alors ça c'est très drôle, qui est annoncé comme le meilleur anneau de la série, parce qu'il a les meilleurs scores métacritiques, il a 85. Par contre, allez voir la notation des joueurs, vous verrez, c'est pas totalement la même. Il y a énormément de problèmes sur le jeu, puis il y a une intégration de l'IA qui est assez marquée aussi. Enfin bref, il y a le Splinter Cell sur Netflix qui a beaucoup marché, qui a rapporté des sous. Oui, il y a aussi des séries et des films qui rapportent des sous à Ubisoft. Autre chose que j'aimerais souligner, c'est les investissements en termes de R&D. Vous savez que c'est quelque chose de fondamental pour une boîte de jeux vidéo. Et ben la R&D a baissé de 100 millions d'euros d'une année à l'autre, donc on est sur de moins en moins d'investissements, donc ça veut dire qu'on aura, si je le prends le chiffre froidement, moins de qualité, moins d'avancée dans les prochains jeux d'Ubisoft, puisqu'on en investit de moins en moins là-dedans. Autre chose, on avait un groupe Ubisoft qui avait environ 17 000 employés. Aujourd'hui, on est sur des licenciements massifs, on est sur des départs volontaires massifs également. Et dans les comptes, ça apparaît, puisqu'on annonce à peu près 1500 emplois qui vont disparaître dans les semaines ou les mois à venir pour réduire la dette. Certes, moi je peux le comprendre parce qu'il faut évidemment taper là où ça fait mal pour arriver à gagner des sous et à plus être endetté, mais je pense que si le groupe a réussi à être positif avec autant d'employés il y a 4-5 ans, pourquoi il ne le pourrait pas aujourd'hui? C'est qu'en fait il y a des frais, il y a des dépenses qui ont été faits sur des postes qui ne le méritaient pas. Ou alors des jeux qui ont été très mal faits, mais ça je pense que tout le monde est assez d'accord sur ce sujet. Les prévisions pour le prochain bilan, alors selon Ubisoft, là on est sur un bilan trop cool, et le prochain va être encore mieux. Moi, quand je lis ce bilan-là, que je vois les frais de fonctionnement, que je vois un petit peu comment ça se passe au sein de la maison mère, comme je vous l'ai dit, c'est un énorme paquebot. Pour prendre une décision dans une entreprise comme ça prend du temps. Il y a de la législation dans certains pays, il y a des employés à manager, il y a des postes, il y a des jeux, il y a tout un tas de choses à faire, ça prend beaucoup de temps. Et si on avait un déficit structurel aussi monstrueux qui a été épongé comme ça par un investissement magique, mais ça veut pas dire que ça va aller mieux. Si on a rajouté les sous maintenant, le déficit structurel, lui, il est toujours là, donc attendez-vous dans les prochains mois à revoir Ubisoft à passer dans le négatif, sauf si il y a un jeu qui cartonne ou des mesures drastiques prises dans la société pour remettre dans le positif les frais de fonctionnement. Ça, ce n'est pas que je dis pas que ce sont des incompétents ou quoi, c'est que la société est tellement énorme, la structure est tellement énorme que c'est impossible de le faire en 2 mois. Donc moi, je ne pense pas que le prochain bilan semestriel sera aussi bon que ça. On verra, hein. Ils vont peut-être nous le maquiller et nous faire passer pour un truc bien, comme cette histoire d'IFRS ou de non-IFRS, mais bref. La conclusion d'Ubisoft, c'est que les jeux, selon eux, se vendent bien. Les marques Assassin, Division et Far Cry restent puissantes. Qu'il y a un pivot stratégique avec les Creative Houses et Vantage Studios. Ça reste quand même malgré tout fragile avec Rainbow Six qui est pas en grande forme. L'entreprise ne gagne pas d'argent, comme je vous le disais, on est toujours sur un déficit structurel. Le cash flow est massivement négatif. Les restructurations ne sont pas terminées et la transformation organisationnelle n'est pas encore stabilisée. Et on est vraiment dans une zone critique, contrairement par rapport, au retraitement IFRS, comme je vous l'ai dit, les vrais retraitements IFRS, donc le vrai bilan, lui, est très mauvais. Il y a un non-respect d'un covenant bancaire, donc ça veut dire qu'il ne respecte pas les règles qui ont été établies avec la banque, donc ça aussi, ça craint. Il y a une forte consommation de cash, comme on l'a vu, hein. Il y a un cash flow de moins 251 millions d'euros. La survie ne dépend que de l'injection de Tencent, sans ça, je vous le redis, Ubisoft, c'était fini dans les semaines à venir, et le risque systémique et puis il y a un risque systémique si ce système de Creative Houses ne marche pas, là aussi. Donc voilà, j'ai envie de dire à mes amis de la presse, aux autres youtubeurs, de mieux lire un bilan comptable, de prendre le temps. Il y a 19 pages à lire, c'est beaucoup, c'est pénible, il y a des chiffres partout, mais il faut mieux le lire, parce que vous verrez qu'il y a plein d'informations importantes,
et qu'on n'est vraiment pas sorti du sable. À mon avis, Ubi, c'est pas fini. On va beaucoup en entendre parler dans les mois à venir, déjà en restructuration, mais aussi, je pense, avec le prochain bilan semestriel, donc celui de la fin d'année 2025, donc qui apparaîtra plutôt l'an prochain. Il y a des choses qui vont, je pense, nous sauter aux yeux. Voilà. Eh ben, on se reverra à ce moment-là. On refera un état des lieux pour voir si ça s'améliore ou pas réellement. Pour l'instant, on n'est pas du tout sur une amélioration, loin de là. Merci Tencent, merci à vous. Laissez des commentaires si vous avez des choses à dire, on peut en discuter, il n'y a pas de problème, je suis ouvert à la discussion. On se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!